Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Nous rentrons dans le 4e livre de la Torah, Bamidbar, pour Torah Box. Binyamin Netanyahou plus fort que jamais. Les dangers du miracle iranien. Facebook et les amis de Daesh. Alors, Binyamin Netanyahou qui vit un rêve éveillé en l'espace de quelques semaines, en un an plus précisément. On se rappelle à quel point la tension était forte avec Barack Obama, à quel point il a eu du mal à créer son gouvernement puisqu'il est passé avec une majorité d'un siège, ce qui est absolument ridicule. Alors après, dans un second temps, Israël Beitenu a rejoint le gouvernement. Il a pu agrandir un petit peu sa majorité, mais tout le monde lui promettait un gouvernement qui allait aller très rapidement au tapis avec le système de proportionnel. Eh bien, ça tient. Et plus que ça, les derniers sondages lui donnent un score extraordinaire pour quelqu'un qui est au pouvoir depuis 9 ans. C'est ça, il faut bien garder ça en tête. Il y a un principe d'usure politique très important dans toutes les démocraties au monde. Et là, Binyamin Netanyahou, à qui on promet 35 sièges à la Knesset, d'accord, il y a 120 sièges, donc plus de 27% des voix s'il y avait des élections tout de suite. Et effectivement, en l'espace d'un an, alors qu'il a été se battre au Congrès, à l'époque on se rappelle, contre Barack Obama, contre le plan nucléaire, et bien là, Donald Trump qui lui donne raison, Donald Trump qui respecte son engagement de campagne, qui transfère cette semaine l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, Donald Trump qui vient de sortir de l'accord nucléaire avec l'Iran, qui a épousé parfaitement la stratégie, la rhétorique de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui est plus que jamais le chef du gouvernement et qui ne souffre pas de contestation ni dans son camp, ni dans les camps adverses, car aujourd'hui, personne, hormis un problème de santé grave, ça fait des années, 2 ans maintenant qu'il est poursuivi pour des malversations financières, pour X ou Y chose, et il n'a jamais été aussi fort. Alors, c'est très très intéressant. Parashat Bamidbar, le début de la paracha, nous rappelle à quel point Hachem aime son peuple et le dénombre. Maintenant, attention, pour le dénombrer, il demande que chacune des tribus soit dénombrée par son chef. Et on voit là à quel point finalement chaque tribu a besoin d'un chef et le rôle fondamental de ce chef pour qu'il y ait de l'ordre. On rappelle également qu'on vient de lire dans les Pirkei Avot l'idée qu'il fallait impérativement ne pas blâmer ou ne pas insulter le chef du gouvernement, le roi, ni le Navi, etc., puisque justement, le fait de casser la crédibilité du chef, eh ben, ça amoindrit, ça affaiblit l'ensemble du système politique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce que dit le Pirkei Avot, puisque on a un parfum de shalom à l'intérieur du peuple qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et même s'il y a encore quelques contestataires d'extrême gauche, c'est extrêmement faible. C'est très intéressant. Plus que ça, encore cette semaine, des révélations au sein du parti Chasse qui va certainement se tourner vers Yachad. Et on va retomber sur une union entre Chasse et visiblement Elishai. Parallèlement à ça, cette semaine encore, des négociations secrètes, comme on en a le secret en Israël, c'est-à-dire tout le monde est au courant, entre Peleg, donc Peleg c'est le parti ultra-orthodoxe qui est à la droite du monde ashkénaze, qui veut une ligne beaucoup plus dure, on les a vus s'illustrer malheureusement dans de nombreuses manifestations, ils ont bloqué les routes, etc. pour dire qu'il fallait absolument que le monde orthodoxe soit plus dur contre l'État, plus dur contre l'armée, etc., etc. En tout cas, des négociations au plus haut niveau entre les partis orthodoxes lituaniens et Peleg, et très largement un espèce de vent de shalom qui permet aujourd'hui beaucoup de miracles. Avec toujours une limite, d'accord? C'est que dans la paracha de la semaine, quand on voit qu'un tel gère telle tribu, un tel gère telle tribu, eh bien, à la fin, il y a marqué « Venassi, Nessié à Lévi et Lazare à Cohen ». Ça veut dire qu'attention, la bonne marche de Ham Israël, elle doit passer nécessairement par une reconnaissance du fait que le Nassi des Nassis, donc le prince des princes, le chef des chefs, ça doit être l'autorité religieuse et celui qui est le plus kadosh, qui fondamentalement
représente le mieux le peuple auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et espérons que Binyamin Netanyahou ne tombe pas, n'écrase pas ce principe du pied. Alors, Moshe Rabbeinu, au moment de dénombrer le peuple, donc il y a un dénombrement en deux parties. Il y a d'abord, on compte, si vous voulez, les tribus. Par contre, on ne compte pas la tribu de Lévi. Alors pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales qui est donnée par Rashi, c'est que toutes les tribus dénombrées, d'accord, ne sortiront pas du désert, d'accord, mourront dans le désert. Et donc c'est pour ça que Hachem a protégé la tribu de Lévi en la faisant dénombrer à part. Maintenant, au moment de les dénombrer, il y a une petite différence. C'est-à-dire que d'un côté, on dénombre les gens de 20 ans et plus, d'accord, donc ceux qui peuvent potentiellement aller à l'armée, alors que dans le dénombrement des Lévim, on compte les Lévim à partir d'un mois, d'accord, et là, Moshe est bloqué. Comment, par pudeur, je peux rentrer dans les maisons, demander s'il y a un bébé? C'est pas possible. Alors là, c'est quelque chose de très beau. Il y a marqué dans la paracha que Hachem dit à Moshe, compte. Fais ce que tu peux, va au bout de ta logique à toi. La fin, c'est moi qui vais te la donner. Et Rachid expliquait qu'en fait, Moshe s'est rendu maison devant chaque maison de Kohanim pour dénombrer, puisque c'était lui le chef de tribu. Donc c'était autant, chaque tribu était dénombrée par son chef de tribu, mais là c'était Moshe qui devait aller dénombrer les Kohanim et les premiers-nés des Kohanim. Eh bien, là, fondamentalement, il a été devant chaque tente, il a commencé potentiellement à côté et il y a une bat-colle, une voix céleste qui sortait de chaque tente et qui lui disait voilà, ici, il y a tant de personnes. Ici, il y a tant de personnes. Et là, on apprend un principe extraordinaire. Ça veut dire que l'homme a la mission, le devoir impératif, d'accord, de faire des choses. Ça veut dire ce qu'on appelle la ishtadlut. Ça veut dire qu'il faut impérativement qu'il fasse de son mieux. S'il a des mitzvot à faire, d'accord, il doit aller au maximum de sa force. Là, quand il s'agit de se protéger, d'accord, quand le pays doit se protéger de la menace iranienne, eh bien, il doit faire au maximum, utiliser au maximum son renseignement, utiliser au maximum son armée, etc. etc. Et là, hein, on est obligé d'être modé, de reconnaître les miracles extraordinaires qui nous arrivent en ce moment. Alors peut-être, justement, grâce au shalom ambiant qu'on connaît, mais en tout cas, l'idée qu'en quelques semaines, le Mossad a réussi une prise extraordinaire dans une espèce de baraquement comme ça, de récupérer toutes les archives, des camions entiers d'archives du programme nucléaire iranien, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Et comme l'expliquent les gens du Mossad, c'est vraiment une prise, jamais ils auraient pu attendre que tout soit au même endroit et qu'il y ait autant d'archives, etc. Ce qui a précipité ou justifié, parce que visiblement, il y a fort à parier que Donald Trump serait allé quand même au bout de sa logique de sortir du nucléaire, puisque pour le moment, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il a respecté absolument toutes ses promesses de campagne. Évidemment, il y a, si vous voulez, quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la passion avec Israël. Mais il y a aussi quelque chose au niveau de l'électorat. C'est-à-dire que le gros de son électorat, c'est les évangélistes. Et quand on rentre à Jérusalem, la première chose qu'on voit à l'entrée de la ville, c'est les amis, les chrétiens amis de Jérusalem qui remercient Donald Trump. D'accord ? C'est le principal bâtiment et il faut comprendre que ça va bien au-delà de l'affection. Maintenant, à côté de ça, vous avez tous suivi cette semaine la réussite militaire extraordinaire, c'est-à-dire que les Israéliens n'attendaient que ça, de se faire tirer dessus, d'accord, pour attaquer, lancer une salve et nettoyer la Syrie de toutes les bases iraniennes, ou du moins de toutes les bases desquelles ils ont la connaissance, mais de montrer que en quelques heures, et là c'est une frappe extraordinaire, 28 avions, une soixantaine de cibles en l'espace de 2 heures. C'est-à-dire que au-delà de la réussite militaire, le fait qu'il n'y ait pas d'avion qui a été abattu, le fait que la Russie a joué le jeu, parce que les Russes depuis le début, même si ils avouent, enfin ils se déclarent un partenariat stratégique avec l'Iran, à chaque fois ils laissent les Israéliens taper. Et les Israéliens qui les préviennent en temps réel, et l'information qui n'est pas diffusée à l'Iran, ou du moins pas suffisamment, enfin en tout cas tout est bien mené, et une série comme ça de miracles qui font que aujourd'hui le pouvoir en place en Iran a lui-même reconnu que de toute façon il ne voulait pas aller à l'escalade. Alors, il y a fort à parier malheureusement qu'ils se vengeront certainement comme ils ont l'habitude de le faire avec des attentats ciblés via le Hamas, via le Hezbollah, etc. Mais en tout cas, au niveau
au niveau bilatéral, eh bien l'Iran ne veut pas d'un conflit avec Israël. Alors c'est très intéressant. Ils ont investi énormément d'argent dans le projet syrien pour ouvrir une nouvelle zone d'influence et visiblement ça tombe à l'eau. Alors, on ne peut pas passer, d'accord? On ne peut pas naturellement comprendre ces choses-là. Et il faut bien voir à quel point cet épisode avec l'Iran est parsemé de mains divines. Ça veut dire que chaque chose réussit. C'est incroyable. Finalement, la découverte du Mossad a validé encore la décision de Trump à quelques jours de sa décision. Il faut savoir que, comme on l'a déjà expliqué ici, chaque 6 mois, Donald Trump doit revalider ou non la participation des États-Unis à cet accord nucléaire. C'était une des conditions qui avait été arrachée au moment de cet accord. En tout cas, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit, et c'est là le grand danger, parce que c'est le danger historique, ancestral du peuple juif. Soit on dit, waouh, le Mossad, Tsahal, Bibi, mais quelle force, quelle chokhma, quelle intelligence, quelle stratégie, etc., etc. Et donc du coup, on a, nous, grâce à Tsahal, revigoré, rasséréné notre pouvoir de dissuasion. Et comme le titrait Le Figaro, est-ce que ça prouve pas que Tsahal est invincible au Moyen-Orient? Et là, on tombe tout de suite, et quand on entend les déclarations de l'armée, ça fait très très peur, on tombe tout de suite dans Bekochi ou Beotsem Yadi. J'ai fait ça grâce à ma force, à la puissance de mon bras. Et comme c'est expliqué X fois dans la Torah, c'est le piège éternel du peuple juif. Parce que le Kori ou Beotsem Yadi, c'est la négation fondamentale du fait qu'Hachem gère le monde et fait en sorte que le missile arrive bien, que les antimissiles n'arrivent pas, qu'on découvre qu'il y a une intelligence suprême iranienne qui a jugé bon de camoufler dans un petit baraquement une très grande partie des secrets nucléaires, des projets nucléaires. Et donc du coup, soit on dit voilà, comme l'ont fait fort justement quelques centaines de fidèles, c'est-à-dire qu'à la fin de la tfila honnête, ils sont restés, ils ont fait une grande fila pour remercier Akadosh Baruch Hu de ces miracles iraniens, soit là, on rentre à nouveau dans le danger de Bekochi ou Beotsem Yadi, Hashem Yirachem. Alors ensuite, dans le début de cette paracha Bamidbar, on explique comment les tribus évoluaient dans le désert. Et on explique que donc finalement, il y avait le mini-temple portatif, d'accord? Et qu'il y avait à l'ouest 3 tribus, à l'est 3 tribus, d'accord? Au nord 3 tribus, au sud 3 tribus. Et on explique finalement, il y a quelque chose d'assez fort. On dit que Yehuda, il avait la chance d'être à côté de la tribu de Moshe. Et on dit Tov la tzadik, Tov lishreno, bonheur au tzadik, bonheur à son voisin. Alors que la tribu de Réhouven, elle, est accolée à la tribu de Korach. On verra plus tard, évidemment, la révolte de Korach, ce cousin de Moshe qui dit attends, nous aussi, on veut être Cohen, pourquoi vous accaparez tous les rôles, etc., etc., avec la grande discorde de Korach. Et derrière, on dit Oi, la racha, oi lishreno. Malheur à son voisin, malheur au rachat, malheur à son voisin. Pourquoi? Puisque les gens de Réhouven vont être absorbés par la discorde de Korach et vont mourir eux aussi. Alors c'est intéressant, il y a une étude d'une ONG américaine qui s'appelle Counter Extremism Project qui a fait une étude sur 1000 personnes, d'accord, et qui a vu finalement comment leur évolution, leur navigation sur Facebook les menait rapidement à avoir comme amis des gens proches de Daesh. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à s'intéresser à comment fabriquer une bombe, à l'islam radical, etc., etc., eh bien logiquement, il se voit proposer comme ami, d'accord, c'est le fonctionnement même de Facebook qui justement met en avant les affinités entre les gens, eh bien on voit comment la personne va se trouver invitée par des membres actifs de l'État islamique. Alors, l'étude, elle est très très forte, puisqu'elle montre comment, et elle prend quelques exemples de gens qui sont a priori sans religion ou des musulmans extrêmement modérés, et il voit comment en 6 mois, en 8 mois, à la fin ils se déclarent comme des soutiens totaux à l'État islamique. Alors c'est très intéressant quand on rappelle ce qui a marqué dans la paracha. Donc l'étude vient de paraître, elle était notamment dans le Figaro cette semaine. Et en tout cas, l'idée c'est Oi, la racha oi lishreno. On voit comment finalement,
Encore aujourd'hui, Oy la racha, oy lishreno. Attention à nos fréquentations, a fortiori aujourd'hui à l'heure du web où ça va beaucoup plus vite puisque malheureusement, on sait bien que chacun dispose d'une mémoire numérique. On dépose des cookies, on sait peu ou prou quels sont ses centres d'intérêt, etc. Et les gens deviennent de plus en plus vulnérables. On ne saurait que rappeler le conseil de nos sages de mettre des filtres à Internet, de faire des systèmes où les cookies ne sont pas enregistrés, tant de choses qui permettent aux gens de se protéger, car aujourd'hui, Internet est la plus belle source d'information et un canal extraordinaire pour découvrir le monde, pour découvrir la Torah, mais en même temps, comme toujours, un danger extraordinaire dont il faut savoir se prémunir. Nous souhaitons de très bonnes news à tous et merci à chacun de suivre ces news et de participer ensemble à voir à quel point Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et là, en ce moment, c'est extrêmement frappant. Très bonne news à tous.